Qu'est-ce que ça veut dire pour vous de résister? Est-ce que vous avez une définition pour ça? Résister parce que ce qui se présente ne nous plaît pas. Pas pour n'importe quoi. J'ai toujours résisté, parce que même dans les syndicats ou autres, pour les patrons, on est bien obligé des fois de se battre pour obtenir quelque chose. Bon, et puis là, ça devenait quand même beaucoup plus grave. Voir la France occupée et un gouvernement qui pactisait avec l'ennemi, c'était intenable, pour moi en tout cas. C'était une époque où le patriotisme existait vraiment. Après bon, moi je suis né 5 ans après la guerre de 14-18, après la fin de la guerre. Donc on en a parlé pendant longtemps de cette guerre. Et dans les écoles, pour le 11 novembre, il y avait une semaine qui était consacrée, que ce soit une dictée, un problème, c'était tout basé sur cette guerre de 14-18. Donc ça réveillait le patriotisme. On allait au monument aux morts avec les écoles, on ne demandait pas notre avis, les écoles, on allait à l'école le matin, et puis de l'école, on repartait tous en rame et nos professeurs au monument aux morts pour assister aux cérémonies. Ça, c'était dans le Lot Oui, c'était dans le Lot, mais ça se faisait partout à l'époque. Parce que vous êtes né à Cajar. Oui, né à Cajar, mais j'ai habité Souillac pratiquement. J'ai quitté Cajar de 6 ans. J'ai été à Souillac après tout le temps, jusqu'à 20 ans. Et dans quelle famille vous avez grandi? Est-ce que c'était une famille politisée? Oui, mais ma famille était très politisée. J'avais un grand-père qui avait, en 1920, été le délégué du département du Lot à la réunion de Tours, où a été créé le Parti communiste. 1920. Donc, dans la famille, on ne parle que de ça. Fier d'avoir un grand-père qui avait fait quelque chose déjà. Et donc, vos parents, ils faisaient quoi comme activité? Moi, je vivais avec ma grand-mère, c'est ma grand-mère qui m'a élevé. À partir de 6 ans, jusqu'à 6 ans, j'étais en nourrice, parce que ma mère travaillait. On était abandonnés complètement par nos pères, on était 3 enfants, abandonnés par notre père qui ne s'est jamais occupé de nous. Et donc c'était ma grand-mère qui s'occupait de moi pour que ma mère puisse travailler, quoi. Voilà. C'est-à-dire que c'était pas la joie dans la famille, parce qu'une femme qui travaille pour nourrir 3 enfants, et puis sa mère, avec les salaires de l'époque. Elle faisait quoi comme travail d'ailleurs, votre mère? Elle faisait quoi comme travail? Elle a travaillé elle a fait le travail avec un tourbé. Hein. Elle a souvent travaillé dans les hôpitaux, avant, pendant que j'avais les 6 premières années, et qu'à partir du moment où elle était à Souillac, c'était dans les conserveries. C'était le seul usine qui employait du monde, quoi. Et moi, quand j'ai travaillé jusqu'à 1939, 1940, où je suis parti dans le maquis, prévenu par un gendarme que j'allais être arrêté, et avant, je faisais avec les entreprises de passage qui venaient soit pour faire les routes, soit pour les chemins de fer, parce que dans le village, c'était un village un peu touristique, mais il n'y avait pas d'usine, il y avait cette usine de conserverie d'Allemagne. Alors j'ai fait tous les petits boulots qui se présentaient à moi jusqu'au jour où un gendarme m'a prévenu que j'allais être arrêté. J'ai dû partir de chantier, on a envoyé quelqu'un pour me prévenir, puis je me suis sauvé, je me suis caché pour aller, et après il y a quelqu'un qui est venu me chercher pour aller dans un maquis en Corrèze, un maquis qui s'appelait Guy Moquet, comme presque tous les maquis de la Corrèze qui étaient FTPF, ont porté ce nom-là parce que pour rendre hommage à ce jeune homme qui avait été fusillé, quoi. Mais juste avant la guerre, vous travailliez, donc déjà, vous avez travaillé très Oui, jeune. oui, j'ai travaillé. À 14 ans, j'ai travaillé.
Vous étiez militant déjà, syndicaliste? J'étais militant, j'étais trop jeune à 14 ans, mais je me suis rendu, j'étais militant à partir de 16 ans. Ouais. Mon frère était déjà un personnage important du PC, et donc il a dit je peux rentrer, il a dit attends 16 ans. Vous disiez tout à l'heure que bon, la résistance et le militantisme c'est un peu la même chose, donc votre militantisme vous amenait directement de toute façon peut-être à être résistant, pas forcément. Il y a deux choses qui m'ont quand même troublé, c'est quand il y a eu les accords germano-soviétiques. On avait vu la guerre d'Espagne, j'étais déjà contre le fait que Blum fermait la frontière, alors que les réfugiés espagnols se sauvaient pour pas. Donc ça a été le premier choc. Et puis après, ça a été cette signature germano-soviétique qui m'a complètement bouleversé. Parce que je dis comment un pays communiste, qui s'est dit communiste, va faire une entente avec Hitler, alors que tous les communistes allemands étaient arrêtés. Pour moi, ça paraissait. Et d'ailleurs, à l'époque, le Parti communiste s'est coupé en petits morceaux. Il y avait ceux qui acceptaient les ordres de l'intercommuniste, qui était Moscou. Et puis ceux qui se sont retirés, et qu'on appelait les communistes indépendants, parce que, voilà, j'ai fait partie de ça. Et alors tout ça, ça a fait, oui, que je suis rentré dans la résistance. Il y avait un troisième fait, c'est que j'avais un oncle qui était un militant communiste, délégué du département de Cahors, et qui a été arrêté quand, après 1938, Daladier a foutu tous les communistes en prison. Tout ce qu'il a fait attraper. Le parti communiste a été interdit. Et tous les députés communistes et tous les dirigeants communistes qui étaient connus ont été arrêtés. Mon oncle a été envoyé en Algérie, là, au bagne de Maison Blanche, de Maison Carrée plutôt. Et voilà, et tout ça, ça forge des caractères. Donc, et je croyais tout savoir, et puis finalement, mon éducation, je l'ai vraiment fait à Aix, parce qu'à 18 ans, on croit qu'on connaît tout. Hein. À 20 ans, on est des hommes, c'est pas vrai, on est tout encore à fabriquer. Et à Aix, donc, j'ai trouvé ça qui m'ont vraiment forgé pour un vrai militantiste, pas avec la réflexion, Vous étiez petit, mais est-ce que la guerre d'Espagne, vous en avez un peu parlé, a contribué à votre conscience politique? Ah, certainement, oui, beaucoup. On soutenait les républicains espagnols. C'est pour ça que je n'ai pas compris quand Blum a dit bon, on ferme la frontière, parce que j'ai dit mais comment un pays républicain refuse de recevoir les républicains espagnols qui sont pourchassés. Tout ça, ça... Et comment est-ce que vous avez commencé à résister? Comment avez-vous commencé à résister? Oh, j'ai commencé, c'est-à-dire qu'un jour, j'ai un ancien copain d'école, mais qui avait 2 ans de plus que moi, qui est venu me trouver en me disant Jean, est-ce que tu peux venir m'aider? J'ai une distribution de tracts. Ça me servirait si tu pouvais m'aider à distribuer ça. Et voilà comment ça a commencé. Pendant 1 an, j'ai fait ça. Et puis un jour, je lui ai posé la question, ce copain qu'on appelait, s'appelait Delbos, mais on l'appelait Renard de son nom de maquis. Moi, on m'appelait Blasi à l'époque. Et je lui dis, mais comment ça se fait? Moi, je t'occupe, je fais le même travail que toi et que je ne suis pas dans un groupe. Ah, mais il m'a dit qu'il fallait me le demander. Et je suis rentré dans le groupe FTF, bien sûr. Mais l'appel du 18 juin 40, comme beaucoup de gens, vous ne l'avez pas entendu directement, ouais. Mais après vous en avez entendu parler et vous l'avez... Non, j'en ai pas entendu parler.
je travaillais j'étais sur un chantier à la gare de Soubiac, on faisait une sous-station électrique en vue de l'électrification de la ligne Paris-Toulouse, le PLM. Et ça y est, je ne sais plus où on était. Donc on est en 1940, quoi. C'était au moment de l'appel des 18 juin. Voilà, oui. Et j'avais un copain qui était lorrain, qui avait réussi à se sauver, tout son régiment avait été arrêté, lui avait réussi à se sauver. Et il avait un copain qui était à Marseille. Et ce copain lui envoie l'article parce qu'il y a un journal marseillais qui a sorti l'appel. Mais après, il n'y a que les abonnés qui l'ont eu, parce qu'après les gendarmes sont venus et puis ils ont saisi tous ces journaux pour les brûler. Alors il avait eu ce machin qu'il a envoyé à son copain et qui me dit ça, et je lui dis tu me le donnes parce que personne ne le sait à Soubiac, j'ai jamais entendu parler de ça. J'ai réuni 3 ou 4 copains et toute la nuit on a retracé ça sur des pages de cahiers. Des cahiers d'écoliers. Ben oui, mais des colliers, c'était pas plus économé. Et on a distribué ça après, en disant, bon, eh ben, le bouche à oreille, après, il faudra le reste. Voilà, on n'a pas distribué beaucoup, une centaine, parce qu'on était 3 pour les écrire, c'était pas... Et puis, effectivement, on a vu que c'était vrai, parce que tout d'un coup, dans Soubiac, on parlait de cet appel. Donc, c'était important pour... C'était le début. Mais je n'étais pas dans le maquis à cette époque, je n'étais pas même résistant. J'avais reçu ça, et j'ai dit, il faut le faire pour savoir. C'est déjà la résistance. Oui, mais je veux dire, je ne l'ai pas fait en tant que résistant, je l'ai fait simplement parce que... Individuellement, mais c'est déjà spontanément. C'était un acte de résistance. Et ça prouve aussi que vous aviez mesuré l'importance de cet appel, ce qui n'est pas évident de but en blanc. Ben, ça m'a paru important de savoir qu'un général, même, parce que je ne connaissais pas, personne ne connaissait De Gaulle d'ailleurs. C'était pas Lebrun qui l'avait fait venir, et qu'il avait fait nommer général à titre provisoire d'ailleurs. Et donc ça m'a paru important de savoir qu'un général prenait cette décision-là. Donc il fallait le faire savoir. Voilà, ça a été mon premier geste de résistance, sans savoir à l'époque que c'était de la résistance, quoi. C'est simplement de la communication que je voulais faire. Et comment on passe de ça à rejoindre un maquis, le maquis Guy Môquet, en fait, comment vous avez eu les contacts avec le maquis? Parce que j'avais mon camarade Renard, avec qui je distribuais les tracts, qui a été arrêté, qui est venu me voir un soir, et il m'a dit, Jean, je suis obligé de partir, parce que ça y est, je suis menacé d'arrestation. Et il m'a dit, je vais rejoindre, parce qu'il n'y avait pas encore de maquis dans le Lot, il dit, je vais rejoindre un maquis qui existe près de Tulle, je ne sais pas comment il avait appris ça, certainement par l'organisation. Et donc il est parti, là-bas. Et quand moi je reçois la nouvelle que je vais être arrêté, c'est un gendarme qui va voir ma tante, qui lui dit, vous savez où est votre neveu? Ben, elle lui dit, oui, il est à son travail à la gare. Ben, vous avez quelqu'un pour vous prévenir? Ben, allez le prévenir qu'il va être arrêté et que cette fois-ci, ça ne sauverait pas. Parce que j'avais été 2 fois arrêté sur dénonciation anonyme. Mais les gendarmes, il y en avait un dans la Yad qui disait toujours, mais il ne faut pas tenir compte d'être anonyme, laissez-le partir, ce jeune homme. Il travaille la journée, vous croyez que la nuit, il va se promener un peu. Voilà comment... Et donc, du coup, les actions que vous faisiez dans le maquis, c'était quoi? Vous avez aidé notamment des jeunes réfractaires au STO à un moment? Moi, je n'ai pas fait d'action, pas beaucoup d'actions, parce que je ne suis pas resté longtemps. Je suis resté que 15 jours, on était arrêté 15 jours après. Mais c'était de couper les fils électriques qui... moi, ce que j'ai fait, il y avait une usine, une petite usine qui travaillait pour l'Allemagne. Elle ne travaillait pas avant, elle faisait des pièces en français.
pour les Français, quoi. Mais ils étaient réquisitionnés comme beaucoup de petites entreprises pour travailler pour les Allemands. Alors, quand on a su ça, notre chef dit il faut empêcher cette usine de travailler. Le commandant Thomas, Thomas? C'était pas Thomas le nom du chef? Non, Alex, mais on sait tout ce qu'on connaît, c'était pas son nom d'ailleurs, ouais. Certainement pas. Et donc on est allé faire couper un pylône qui alimentait la scie, et comme il y avait, au cas d'une panne d'électricité, il y avait comment on appelle ça, là, c'est pas mobile que le courant, quoi. Et on a fait sauter ça aussi, on a mis une charge de plastique, on l'a fait sauter aussi. L'usine, ça devrait être maintenant, 1 heure après, on a réparé, parce que... Mais à l'époque, il n'y avait aucun... Tout le matériel qui était important pour la construction haute avait été réquisitionné pour la construction du mur de l'Atlantique. Tous les engins étaient partis par là. Donc, ça a duré, la panne, elle a duré presque 15 jours. Mais pendant 15 jours, ils n'ont pas fabriqué pour les Allemands, c'est tout. Et puis, malheureusement, le 15 juillet, je me suis fait arrêter, parce que dans le camp où on était, un matin, j'étais de garde, moi, et je vois des Allemands qui passent sur une route qui était un peu stratégique, puisqu'elle reliait Tulle, où il y avait l'usine de l'arme et du cycle, les Allemands avaient mis la main dessus, bien sûr, à Bordeaux. Donc on était dans un bois près de cette route, il y avait un bois, puis devant nous, il y avait entre le bois et puis la route, il y avait une grande pâture qui faisait à peu près 100 mètres de profondeur et puis de largeur. Et puis un matin, j'étais de garde là pour veiller s'il y a plus de danger. Il y a des Allemands qui passent, une deuxième rangée de motards allemands arrive, et puis avec un camion, ils plantent un mât dans un angle de la pâture avec des flèches pour désigner le terrain. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, je m'en doutais, mais je savais pas trop. Je vais voir notre chef de groupe, Alex, et puis je lui ai dit, Alex, je viens voir, mais je crois qu'il y a danger dans la demeure. Alors il vient, il dit oui, dispersion du camp. Et au moment où j'allais partir, moi et puis Renard, il nous appelle et puis il dit, vous allez profiter, puisqu'on dissout le camp provisoirement, vous allez en profiter pour descendre dans le Lot, pour essayer d'organiser une structure d'accueil, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ils ne veulent pas partir pour l'Allemagne, au STO, donc ils cherchent à se cacher, et il y a les premiers STO qui sont partis, qui ont eu des permissions, et qui ne veulent pas repartir. Alors il faut organiser tout ça. Et c'est en descendant dans le Lot qu'on s'est fait arrêter. Dans un petit village à Marcillac-la-Croisille, ça s'appelait. C'est en Haute-Corrèze. Et j'en vois parce qu'on avait dormi le long de ruisseau, on était 4. Il y avait le frère Edouin, là je ne connais que leur nom, je ne connaissais pas leur nom de maquis. Le frère Edouin, et puis Renard, et puis moi, et puis un petit jeune qu'on avait pris, on l'appelait Riton, parce que pour s'habiller, quand on partait en clandestinité, comme ça, en vite, on partait avec ce qu'on avait sur le dos, on ne partait pas avec une valise. Et on n'était pas toujours habillé pour vivre dans les bois, évidemment. Chemisette, même les nuits, on a beau être dans le midi moins le quart, il fait froid les nuits. Donc on était allé dans un chantier de jeunesse pour voler des vêtements chauds. Parce qu'eux, ils vivaient toujours dans les bois, donc ils avaient des vêtements qui étaient faits pour. On a cambriolé un sac pour trouver quelques tenues pour ceux qui n'étaient pas habillés normalement. Et le jeune qui était à l'intendant, c'est-à-dire qui gardait le magasin aux vêtements, il a eu peur, il a dit oui, mais demain, qu'est-ce qui va m'arriver, moi? Alors je pars avec vous, et il est parti avec vous.
Et quand on est passé devant le tribunal, on a dit qu'il était notre otage. On a raconté l'histoire et on a dit qu'il était dans lui, il a été libéré. Moi et mon camarade Renard, on a pris 53 au forcé. Et les deux fils, un des fils doit a attrapé un arme et son frère 2 armes. Vous aviez des armes Hein? Est-ce que vous aviez des armes? Oui, qui n'était pas, qui marchait pas. Mais on avait ces armes parce que, toujours pareil, quand on part dans le maquis, tout ce qu'on pouvait acheter, il fallait des tickets. Tickets d'alimentation, tickets de textile, tickets de chaussures. Donc, comme on n'en avait pas, il fallait en trouver. Alors, on allait dans les mairies, puis on disait au secrétaire de mairie, il faut nous donner des tickets de pain, on est de la résistance et il faut qu'on mange. Donc, vous nous donnez les tickets que vous avez. Si on avait dit comme ça, j'aurais peut-être envoyé promener en disant, moi je ne les donne pas. Mais moi, ces armes, moi j'avais un revolver, il y avait un copain qui avait un fusil gras. Quand on mettait la baïonnette à plein, on aurait pu s'en servir de canne à pêche. Et puis un autre qui avait un fusil de chasse, mais sans munitions bien sûr, puisque pareil que le fait de chasse c'était interdit. Tous les chasseurs avaient dû déposer les armes de chasse à la préfecture. Mais nous, ça nous servait à ça, faire part. Et ça servait en même temps au secrétaire de mairie qu'on avait, parce qu'il disait c'était des gens avec des armes qui nous ont demandé les tickets, qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse? Et c'est vrai qu'on disait oui, on comprend. Donc c'était avantageux pour eux. Et les gens qui vous ont arrêté, c'est les groupes mobiles de réserve? Oui, c'est ça. Ouais, garde mobile de réserve. Comment ils vous ont trouvé? Par hasard ou vous Non. Voilà, on avait dormi, on avait fait une trentaine de kilomètres. Pour descendre dans le Lot, on suivait un petit ruisseau. Et on avait fait une trentaine de kilomètres. Et on a dormi sur le bord d'un ruisseau. J'avais un copain qui s'occupait du ravitaillement. Mais il dit de la manière dont on est parti, je n'ai pas pu récupérer rien du tout. Et on avait un renard, justement, qui était déjà venu et qui m'avait amené dans une ferme. Les fermiers s'appelaient le nom d'un chanteur marseillais. Je ne m'en rappelle plus. À me revenir. Et il dit, moi je sais, ils ne sont pas loin de là où on est arrêté, je vais aller les voir et je vais ramener du ravitaillement pour qu'on puisse manger quand même. Et il est parti, il a mis une demi-heure, il est revenu, et la fermière lui avait donné du pain, parce que tous les fermiers avant faisaient le pain eux-mêmes, il n'allait pas à la boulangerie. Alors il a donné un beau morceau de pain, du beurre, du pâté qu'ils faisaient eux-mêmes, et puis des bourrioles. Les bourrioles, c'était des crèmes de sarrasin. Et voilà, il a ramené tout ça et on a pu manger quand même comme il faut. Alors on mange le soir et puis on s'endort là sur le bord du ruisseau. Et le lendemain, quand on se lève, je dis à Renard, à un moment donné, quand on déjeune, et je dis à Renard, tu devras aller voir parce qu'il y avait un pont. Il y avait un pont, c'est-à-dire que le petit chemin qu'on suivait était fermé par la culée du pont. Alors j'ai dit, tu devras aller voir s'il n'y a pas de danger, parce que tous les ponts étaient pratiquement surveillés. Et il revient en disant, non, il n'y a rien du tout. Oui, mais le temps qu'il revienne et qu'on fasse les 300 mètres, il y avait 2 quarts de GMR qui étaient venus. Ils n'étaient pas venus pour nous chasser nous, ils étaient venus pour se baigner. Parce qu'il y avait avec ce petit ruisseau, il avait organisé une plage, il venait là. Mais voilà, quand ils nous ont vu sortir du bois, si on n'avait pas été armé, on aurait pu dire qu'on se prenait. Mais là. Alors on a été encerclés, on a essayé de se sauver parce que il y avait sur la droite, sur notre droite, on avait l'impression qu'il y avait un bois épais, mais non, c'était un bois, oui, mais qui avait été coupé, et c'était des ramets qui faisaient à peu près 60 cm de haut, ça paraissait feuillu, mais c'était rien.
Donc ils nous ont menacé de tirer dessus, on a été obligé de se rendre. Et là-dessus, vous vous retrouvez à la prison de Tulle dans un premier temps. Ils nous amènent d'abord à leur caserne, parce que, évidemment, arrêter 4 résistants, c'était une affaire d'or, pour nous présenter à leur chef, ils étaient tellement heureux. Et puis, ils nous ont gardé, ils nous ont donné quand même à manger, eux. Ils nous ont fermés dans une pièce pendant 2-3 heures, et puis le soir, ils nous ont emmenés à la prison de Tulle. Et c'était drôle parce que un des gardiens, un vieux gardien, nous dit « À quel endroit vous avez été arrêté ?» Alors je lui dis « Mais le camp, il était à côté. » Non, il était à côté de Tulle. « Oh mon Dieu, j'ai mon fils qui est là-bas aussi dans un réseau, mais un réseau gaulliste. » Donc, et puis à Tulle, on a essayé de s'évader, parce qu'on ne savait pas, on croyait qu'il n'y avait que les gardiens, on n'avait que 2 gardiens. On a fait d'abord une manifestation à Aix, à Tulle, parce qu'ils nous avaient mis avec des droits communs. Alors on a fait un barouf du tonnerre, à travers les gabelles, pour attirer l'attention du gardien, du directeur, qui a fait la sourde oreille pendant trop longtemps, puis à un moment donné, il en a eu marre d'entendre ce bouquin, donc il est venu, et on lui a dit, voilà, on est des résistants, vous n'avez pas à nous mettre au milieu des droits communs. Et il vous a changé de cellule? Et du coup, il y avait un quartier qui était libre, un petit quartier qui était libre, et on était allé dans ce quartier, là on allait se promener, il y avait une petite cour de promenade, et tout était à part. Et on avait toujours les mêmes gardiens, qui étaient presque des copains, quoi, pratiquement, parce qu'on parlait avec eux comme si... Et un jour, on a dit, bon, il faut qu'on essaye de se sauver, on est 4, on était même 5, parce qu'il y en avait un qui était arrivé en bus. Et donc, on saute sur nos gardiens, pour les maîtriser, et puis on s'en va vers la sortie. Mais à partir du moment où il y avait des résistants dans les prisons, on mettait de la police à l'extérieur de la prison. Donc il y avait des gendarmes et puis des gardes mobiles qui étaient là, qui nous arrêtaient évidemment autour. Ben, c'était un peu comique. Mais on avait tout perdu parce qu'on mangeait très mal. Mais alors mal. Les gamelles étaient pourries, pleines de rouille. Quand ils mettaient ce qu'ils appelaient la soupe, c'était un jus infect. Tous les détergents qui se servaient pour nettoyer ressortaient de cette rouille. C'était de l'eau de lessive, pratiquement, pas de... Donc, heureusement, moi j'étais classé, on était classé J3, 3 et on avait un beau morceau de pain, on avait presque le double de ration que les autres catégories. Et on mangeait notre pain, et puis bon, c'était ça. Mais je m'étais plaint, j'avais écrit à cette tante-là qui m'a prévenu qu'il allait être arrêté, qui m'a fait prévenir, en lui disant qu'on était mal, qu'on mangeait mal, qu'on couchait mal parce qu'on couchait sur des paillasses qui avaient tellement servi qu'il n'y avait plus de paille mais de la poussière. C'est-à-dire qu'on sentait les larmes de ressort du lit dans le dos. C'était farci de toutes les bestioles qu'on peut s'imaginer, des puces, des punaises, des poux, il y avait tout là-dedans. Et ma tante connaissait quelqu'un à Tulle qui travaillait à l'usine d'armes du cycle, et je ne sais pas comment elle a fait pour le toucher, mais elle lui raconte ça. Et l'usine, la cantine de l'usine, un jour nous apporte des plateaux repas. Et c'était prévu qu'il nous apporte toujours. Mais c'est le jour où on attendait de s'évader. Donc on n'a pas eu le droit, on nous les a fait voir, mais c'est tout. J'avais ma mère et cette tante dont je parle toujours, qui était venue nous voir. Elle n'a pas pu, elle privait de parloir. On n'avait plus le droit de recevoir quoi que ce soit, bien sûr. Et on avait été puni à 15 jours de mitard. Mitard, c'est une cellule particulière où on ne voit pas le jour comme ça, on voit le jour simplement par une chicane, c'est-à-dire il fait clair dans la pièce, mais on ne voit pas l'extérieur. Et puis, c'est un couloir qui fait 2 mètres de haute sur 1,50 m de large,
Il y a une planche au mur qu'on rabat quand on veut dormir. Et puis voilà. Mais comme il y avait une cellule comme ça, qu'on était 4, ils n'ont pas pu y mettre. Alors ils ont laissé dans notre cellule qu'on avait avant, pas dans les cellules, mais dans la journée, on était dans un prétoire. Et ils ont foutu la paix. Puis un jour, il nous amène un gars, bien habillé, bien tout. On lui dit, voilà, est-ce que vous accepteriez de garder votre... C'est pas un résistant, c'est un monsieur qui est condamné pour une petite escroquerie. Vous voyez, le genre de monsieur, c'est bien. On ne voudrait pas le mettre avec les droits communs. Nous, on dit, pourquoi pas. Et puis, quelques jours après, arrive un type qui venait d'Angleterre, qui faisait partie de l'armée de Gaulle, et qui avait envoyé 2 types, un anglais et un français, pour apprendre dans les maquis la lutte sans armes. C'était un truc très efficace, mais on ne connaissait pas. Donc, ce gars-là, il apprend, il savait qu'à l'hôpital de Tulle, il y avait un réseau qui permettait de se sauver. Mais il fallait être hospitalisé. Et un jour, il simule une crise. Il avait avalé une pilule, c'est pour ça qu'il le faisait baver. Tombe sur le sol, on a cru que c'était vrai. Hein, mais on avait parlé de ça, parce que j'avais un autre copain renard qui avait essayé de faire le même coup, mais ça n'a pas marché, les gardiens n'ont pas marché. Mais celui-là, on le voit tomber, et on est obligé de faire du boucan pareil pour attirer l'attention des gardiens. Les gardiens viennent, et vite une ambulance, parce qu'ils ont cru que vraiment le gars était vraiment en pleine crise. Mais il n'est jamais arrivé à l'hôpital, parce qu'il a été arrêté en route par les gendarmes. Et le gars qui était si bien, qui était charmant, qu'on avait mis avec nous, ce jour-là a disparu. Alors, notre idée, c'est tout, on n'a pas la preuve. Mais on pense que c'est lui qui a dénoncé le gars en disant non, il a simulé, c'est pas vrai. Parce que ça, il serait arrivé à l'hôpital, il n'y a pas de raison. Parce qu'ils le faisaient partout, ça. À Aix, ils avaient mis des droits communs au milieu de nous pour... donc ça a été les premières luttes qu'on a demandées, qu'on voulait être entre nous, mais on a pris tous les services administratifs de manière à ce que tous les droits communs ne soient pas mélangés à nous. Et au fait, votre surnom de résistant Blazy, c'était pourquoi Parce que j'avais pris le nom de quartier que j'habitais. Et donc après Tulle, c'est Limoges avant d'aller à Aix Oui, au mois de septembre, on nous envoie à Limoges. Pourquoi? Parce qu'il y avait un tribunal avec une section spéciale qui était la seule à juger tous les résistants, enfin pour le terroriste, ils n'étaient pas résistants. Et on est passé devant. Oui. Excusez-moi. Après la guerre, est-ce que vous avez su ce que devenaient les gens de cette section spéciale? Ah non, il a fallu passer devant pour le savoir. Hein. Non, mais après la guerre, oui. Ils ont continué à exercer, je suppose. Ah non, tout ça, ça a été, ils ont été plus ou moins punis. Plus ou moins. Mais il n'a pas eu beaucoup de mal. Oui. Parce qu'ils se sont repris, tous ceux qui composaient la section spéciale avaient prêté serment à Pétain. Oui. Ils étaient reconnaissables parce qu'ils avaient la Francisque. Vous savez, comme les avocats, tous ces gens-là étaient vraiment... Et donc le séjour... on est resté on est passé au tribunal, à Limoges. Après, on est resté encore 15 jours à Limoges, et puis le 14 octobre
1943, on nous a mutés à la centrale d'Est parce que le gouvernement de Vichy disait qu'il était plus facile de s'évader d'une petite prison parce qu'il y avait qui avait été, justement, on avait libéré, c'était la résistance qui avait fait libérer des prisonniers politiques, c'était même pas des prisonniers résistants, des prisonniers politiques. Donc il avait décidé de nous mettre dans une centrale. Les centrales, c'est ceux qui avaient remplacé les bagnes. Et donc c'est vrai, la centrale d'Est, c'est une forteresse, c'est un ancien abbaye avec des murs de 7 mètres de haut, c'est incroyable. Donc ça s'était transformé en l'an 4. Ça s'était transformé en prison. Et depuis l'an 4, ben, ça c'était une prison, mais ça a été maison de correction plusieurs fois, prison, et puis c'était devenu une centrale de force. On appelait ça centrale de force. Et donc avec vos... à la fin du bail, quoi. Avec vos copains, vous faites fort puisque vous arrivez déjà en chantant la Marseillaise. Ah oui, ah oui. Ouais. Oui, parce que là on venait de toutes les prisons du sud de la France. Et on arrivait devant la prison, il y a des grandes cours devant la prison, il y avait, je ne sais pas, une centaine de gendarmes, tous les gendarmes du département avaient été mobilisés, tout ça. Parce que nous, on est arrivés dans une petite voiture, dans une petite, un panier à salade, quoi. On n'était que 4, mais il y en a qui sont venus par le train, il y en a qui sont venus avec des cars de police. Et partout, ça chantait la Marseillaise tout le long du parcours, pratiquement, le chant de la Marseillaise, le chant du départ. Et quand on est arrivé à Marseille, on est pareil, on chantait, et on s'interpellait d'où tu viens, et on entendait tous les noms de toutes les prisons. Et il y avait un gardien-chef qui s'appelait Dupin, qui hurlait, mais il hurlait. Tenez-vous, ici c'est une centrale, on n'a pas le droit de parler. Et plus il criait, plus nous là, on chantait fort. Et puis on est rentré dans cette prison, on est rentré, on nous a partagé en 4, il y avait 4 préaux. On nous a partagé à peu près 300 dans chaque cour, quoi. On nous a amenés au réfectoire, on nous a fait prendre une douche, on nous a rasé la tête, on nous a rasé tout le corps, d'ailleurs, il ne fallait pas qu'il y ait un poil. Et puis, on nous distribue des tenues de bagnard. Il n'y a pas de gamme, c'est ça. Et puis, on a passé pendant 8 jours comme ça. Alors, la journée, on nous mettait dans les cours, entièrement pavé, il y avait des bancs de pierre, on s'assoyait, un coup de sifflet, il fallait se lever, un coup de sifflet, il fallait se mettre en rond, grand rond. Ça avait été tellement trépigné par des gosses ou des prisonniers, les pavés étaient, c'était tracé le rond, tellement que ça avait été usé par les sabots de bois. Et donc on se levait, on tournait pendant une demi-heure, alors un quart d'heure d'un côté, un coup de sifflet, il fallait partir dans l'autre sens, et c'est tout ce qu'on faisait, on allait s'asseoir vers demi-heure, et hop, on recommençait à... Et tout ça, ça durait 8 jours. Et puis un soir, il y a un gardien qui nous dit, ben, ce soir, on vous amène à la chapelle. La chapelle, c'est un grand bâtiment où il y avait les offices, il y avait un curé, et puis un protestant. Un pasteur? Oui, pas un pasteur qui venait faire les offices, quoi, pour le dimanche. Mais là, on arrive là, c'était le soir, et on voit un monsieur tout galonné, tout qui se présente. Voilà, je suis Jean-Baptiste Lassalle, directeur de cette centrale. Ils nous regardent tous comme ça, on avait tous le crâne bien rasé, de frais, là. Et il se tourne vers le gardien-chef Dupin, et il lui pose une question bizarre pour la prison. Il lui dit, mais monsieur Dupin, pourquoi ces gens sont rasés?
le gardien-chef lui dit, mais monsieur, c'est l'habitude de la centrale, on a toujours fait ça. Et le type a dit quelque chose quand même qui nous a quand même fait chaud au cœur. Il a dit, oui, mais jusqu'à maintenant, on a vu des voleurs, des assassins, des violeurs. Mais ces gens-là, ils n'ont rien fait de tout ça, vous auriez pu en tenir compte. Vous savez, d'entendre des paroles comme ça, c'était valorisant. Et puis, il dit, je pense que vous avez quelque chose à dire. Évidemment, tout le monde avait... la première chose qu'on demandait, c'est de quitter les sabots, parce qu'on avait tous les pieds blessés comme ça. C'était des sabots tout en bois. Les paysans ils mettent ça, mais il y a un morceau de cuir là qui protège un peu. Et là, c'était tout en bois. Donc, on demandait ça. Alors, il dit, écoutez, quand il a vu autant de mains se lever, il a dit, non, écoutez, on y passerait la nuit, et ça serait peut-être pas suffisant. Voilà ce que je vous propose. Vous rentrez dans vos dortoirs, dans mes réfectoires, vous élisez des représentants, et je recevrai ces représentants, et on verra avec eux ce qu'on peut faire pour améliorer votre sort. Et ça a été très vite. Le soir même, on a dédié des délégués. Alors il y avait deux groupes. Il y avait des communistes et il y avait des gaullistes. Alors quand on dit il y avait des gaullistes, on a formé deux groupes, gaullistes et communistes. Mais dans les communistes, il n'y avait pas que les communistes. C'était tous les gens pratiquement qui avaient été arrêtés, c'est tout, mais qui n'étaient pas gaullistes, c'est tout. Donc on avait formé deux groupes, il y avait 80% d'hommes dans le groupe communiste, et puis 20% de gaullistes. Mais c'était toutes des personnes, il y avait quelques personnalités par contre. Donc comme qui par exemple Comme qui par exemple Charpak. Quelle personnalité vous avez rencontré? Il y avait un grand chirurgien, il y avait pas mal de docteurs, il y avait 3 docteurs. Enfin, c'était quand même à côté de... Chez nous, il n'y avait pas là... Si, on en avait un qui est devenu ministre après. C'est... Comment il s'appelait qui a eu le prix Nobel de la paix. Charpak, non. Kambat. Il y avait Charpak, mais... Ouais. Mais bon, il y avait beaucoup de ouvriers, il y avait des... Ce qu'il y avait chez nous, il y avait beaucoup d'enseignants par contre. Et donc, la première demande, c'est on demande à récupérer les chaussures, on l'a eu. Après, comme on avait beaucoup d'enseignants, on a demandé au directeur l'autorisation de faire des groupes de travail pour que les gens ne s'endorment pas, et puis ça a été accepté. Il nous a permis de faire rentrer des livres, ce qu'on avait besoin. Puis voilà, il y a tout un tas. Et puis au mois de... ça faisait un mois qu'on était là, au mois de novembre, il y a un gardien, il y avait des gardiens qui ont été avec nous du début à la fin. Un gardien qui nous dit, mais vous savez, il y a dans le quartier cellulaire, dans le quartier des pupilles c'est ceux qui ont moins de 20 ans. Ils n'avaient pas le droit d'être mélangés. Et bien, dans ce quartier des pupilles, il y a un jeune de 15 ans qui est là en prison parce qu'on l'a pris en train de coller des tracts, dont le père a été condamné à mort par une section spéciale de Vichy. Alors, ce gars-là, il est mal placé parce qu'il est bousculé par tous les autres qui sont des voyous. Alors, il faudrait essayer de l'avoir. Alors, on pose la question au gardien-chef. Le gardien-chef nous dit non, c'est pas possible parce que c'est pas dans le règlement de la centrale, il n'a pas 20 ans, on ne peut pas le mettre avec nous. Alors qu'il y en avait, dans ce que, quand on est arrivé, il y en avait de 16 ans, mais celui-là ne pouvait pas. Alors on a dit, bon, on a été à la cantine quand on a décidé ça, au réfectoire. Et bien on a dit, tant que ce jeune homme ne sera pas avec nous, on ne bougera pas du réfectoire. On a tenu 3 heures, au bout de 3 heures, le gardien-chef a envoyé un gardien chercher le directeur. Le directeur est arrivé, il nous a fait la même cérémonie, mais non, on ne peut pas, parce que c'est le règlement de la centrale. Eh bien, on ne bougera pas tant qu'il ne sera pas là.
Finalement, le directeur, il appelle le gardien, allez chercher le jeune. Bourlot est arrivé, Lucien, il s'est pleuré de plaisir, il a sauté dans les bras comme c'était... Alors ça a été la première manifestation. Après, il y a eu la deuxième manifestation. Un jour, il y a 169 condamnés administratifs qui arrivent à la centrale. C'est des gens qui sont mis hors de course, mais qui ne passent pas devant les tribunaux, rien du tout, ils ne sont pas condamnés, quoi. Mais ils sont mis hors de course, ils sont mis dans des camps d'internés administratifs, qu'ils appellent. Et donc ces gens-là arrivent en prison, ils protestent qu'on les amène dans cette prison. C'est une centrale en plus. Et donc on les a défendus. Et puis, bon, ils protestaient tellement qu'un jour on est venu les chercher, on lui a dit voilà, mais maintenant ça y est, on a trouvé un camp pour vous. Il les a amenés à la gare de Villeneuve-sur-Lot. Ils ont chanté toute la traversée de la prison à la gare. Ils avaient emporté un drapeau tricolore, drapeau en tête, entouré de gendarmes, ils sont partis là-bas. Ils sont restés à la gare jusqu'au soir à 10h. À 10h, on leur dit, ben, écoutez, le train n'arrive pas, vous revenez à la centrale. Alors, ils reviennent à la centrale, mais ils nous disent, on a peur que... Ah non, il y a un des intérêts administratifs qui va voir un cheminot et qui lui dit, mais vous savez où ce train nous amène? Ah oui, je le sais. Il va à Voves, et Voves, c'est sur la ligne de démarcation, mais le camp est dans la zone allemande. Alors évidemment, ils ne veulent plus partir. Alors, on refait une occupation des dortoirs en disant, tant qu'on ne saura pas dans quel camp ils iront, mais surtout pas dans la zone allemande, on ne bougera pas d'ici. Oui, alors le directeur vient et puis il me dit, bon, eh bien, pas de problème, je vous promets moi qu'ils n'iront pas dans la zone allemande, je me donne ma parole, je sais moi-même, je les accompagnerai. Alors, bon, c'est bon, mais parole de... même si on connaissait le directeur qui paraissait à peu près bon, on dit, est-ce qu'il faut croire leurs paroles? Alors, non. Alors on dit aux internés, parce qu'il y en a un des internés qui dit, oui, mais ils vont venir en pleine nuit, et ils vont nous prendre, partir. Eh bien, il dit non, on ne vous laissera pas partir. Alors on met des gardes, on met un gaz sur le toit de l'hôpital de la centrale, parce que le bâtiment était dans les centrales, le seul endroit où la police pouvait arriver. Et puis on lui dit, s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu allumes un journal, que tout le monde le voit, et il y avait à toutes les fenêtres, il y avait quelqu'un qui veillait pour guetter ce toit-là. Et à 4h du matin, le gars il a allumé le journal, flammé. Et on a défoncé toutes les portes des réfectoires, des dortoirs, pour pouvoir porter à leur secours, pour aller à leur secours. Alors ils avaient déjà, ils leur avaient lancé des grenades lacrymogènes par les fenêtres. Ils s'étaient bien barricadés les portes en mettant tous les chalits contre pour qu'ils ne puissent pas ouvrir les portes, mais par les fenêtres, ils avaient envoyé des grenades lacrymogènes, donc ils pleuraient tous, les pauvres. Et nous, on arrive, alors on avançait, il y avait les agents qui étaient d'un côté de ce boulevard, là, cette allée, et puis nous, on arrivait de l'autre côté, par rang de 5, et on avançait comme ça pour les repousser. Et on arrive à 2 mètres, il y avait un type qui représentait le gouvernement, il s'appelait Ornu, et qui criait, mais tirez donc! Mais personne n'a tiré. Enfin, ça aurait pu se faire. On était à 3 mètres à peu près,
il y a un gars qui sort de nos rangs, un copain qui sort de nos rangs, il va se mettre devant le chef le capitaine des GMR, il se met au garde à vous, machin, il l'appelle par son nom, il dit mon commandant, il y a 3 mois on était ensemble sur le front en train de chasser pour chasser les frites. Et l'autre il lui dit, toi René, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais j'ai dit, mais moi, je n'ai pas changé, mon capitaine. Moi, je suis toujours contre les frites. Et vous les servez? À froid, tous les GMR ont tourné leur tête vers le chef en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, on avait 2 délégués, le délégué communiste et le délégué gaulliste, qui se sont avancés vers Ornu. Je lui ai dit, si ces messieurs tirent, c'est vous qui aurez toute la responsabilité. Et je ne vous dis pas ce qui va vous arriver, vous devez vous en paix. Alors là, bon, il a baissé d'un cran. Et puis, il dit, bon, ben écoutez, d'accord, on va discuter. Faites rentrer vos hommes dans leur cour, et après on discutera. Non, monsieur. Dans la prison, on y est par force, mais on est chez nous maintenant. C'est vos soldats, c'est vos policiers qui ne sont pas chez nous. Alors faites évacuer, après on parlera. Eh bien, c'est eux qui ont évacué. Et après on a parlé, on a dit, vous savez, quand en fait c'était les délégués qui parlaient, hein, ils disaient, mais vous savez pas que la guerre va finir à désavantage des Allemands, vous les servez toujours? Encore, vous y croyez encore? Oui, parce que là, on est le 19 février 44, c'est l'insurrection. Ouais, le 19 février. Ah non, là, ça c'est encore avant l'insurrection. C'est bien avant. Ouais. Bien avant. Ça suppose quand même que vous ayez eu une très forte organisation. Avec une discipline. Tout ça, c'était pas spontané, bien sûr. Une discipline qu'on avait fait vous-même. Donc c'est à quel moment cet épisode? Ça s'est passé le 9 décembre. D'accord. Alors, la discipline dans les rangs des communistes, on peut comprendre, parce que c'était la discipline du parti. Ouais. Mais est-ce qu'il y avait la même discipline chez les gaullistes? Ah oui, oui. Ah oui. Ça, la discipline, elle avait été discutée par les deux, par les délégués des 2 partis. Non, parce qu'on leur avait dit, vous avez que 20%, mais si vous n'êtes pas d'accord, on ne fera pas. N'importe quoi qu'on veuille faire, il faut avoir votre accord. Donc, il n'y avait pas là-dessus de... Il y avait une solidarité entre les deux tendances. Oui. Ouais. Il fallait le savoir qu'il y avait les gaullistes, qui étaient gaullistes et qui étaient communistes, parce que, bon, on était copains, on était devenus camarades. C'était drôle, parce qu'on n'aurait jamais dû se rencontrer avec certaines personnes, mais voilà. Et donc, l'idée de la République d'Hesse, comment vous la voyez émerger parce qu'il y avait 1200 prisonniers, donc c'était une grosse prison. Comment vous avez vu émerger cette idée de république par la liberté qu'il y avait. Les gardiens, il n'y avait plus de gardiens. Les gardiens étaient spectateurs de ce qu'on faisait. Il n'y avait aucune... C'était notre discipline, c'était pas la discipline carcérale. Bon, en plus... on avait reconstitué, les partis s'étaient reconstitués à l'intérieur de la prison. Particulièrement les communistes, puisqu'il y avait même... moi j'ai pris des cours de marxisme à la prison. Ah oui. Les gaullistes avaient des journaux qui étaient faits à la main, c'était magnifique ces trucs-là. Donc on avait rétabli ce qu'on peut appeler la République. Mais le concept de république, est-ce qu'à l'époque, vous en parliez ou on l'a appelé république après? Comment Non, on l'a appelé république tout de dans suite, la prison, à partir pratiquement après de ce que je viens de raconter, qu'on a appelé les 3 glorieuses, parce que ça a duré 3 jours, cette histoire-là, entre leur appel à aller à la gare, le lendemain la lutte pour les garder,
au réfectoire, puis après le jour de la police est arrivé pour les amener de force, voilà. C'est pour ça qu'on l'a appelé la Trois Glorieuses. Et après ça, ça faisait la troisième manifestation qu'on avait réussi. Bon, ben c'est là qu'on a dit, bon, ça y est, on a rétabli la sécurité. Je ne sais pas qui c'est qui a eu l'idée d'ailleurs de cette République, mais enfin, bon, c'est appelé comme ça. Et donc il y avait ce journal qui est édité, ce qui est extraordinaire, et donc les livres. Est-ce que vous vous souvenez de livres qui tournaient, parce que vous parliez de cours de marxisme, par rapport à la pensée de l'époque? Non, absolument pas. Moi, je sais, c'est qu'il y avait un gars, le secrétaire de notre association et le fils, là, c'était Victor Michaud, qui faisait des cours politiques à l'intérieur de la centrale, parce qu'il avait été, on le connaissait de nom, parce que c'était le directeur d'un journal communiste des jeunes de l'avant-garde, on le connaissait comme ça, par le journal, et qu'on a retrouvé. Et donc votre formation politique, là vous aviez 20 ans, elle s'est vraiment faite à ce moment-là, vous avez appris énormément... C'est-à-dire qu'elle s'est pas faite parce qu'elle était déjà faite, mais disons qu'elle s'est confirmée un peu, parce que au contact d'hommes vraiment mûrs qui savaient expliquer, qui avaient... Bon, ça change tout avec ce qu'on croit. Oui, au-delà de la formation politique, il y avait aussi tout un aspect université populaire. Oui, ben, on l'avait appelé d'ailleurs comme ça aussi. Ouais. Alors, ça peut sembler étrange que l'administration ait laissé faire, mais en même temps, c'était bien pour elle parce qu'elle avait la tranquillité. Mais en tout cas, le directeur, Jean-Baptiste Lassalle, je crois que c'est ça qu'il voyait. Ouais. Que du moment qu'on était bien, on n'allait pas chercher à s'évader ou autre. Le malheur, c'est que il y a le chef gardien, le fameux Dupin, qui était un collaborateur 100%, qui a dénoncé son patron. En disant, mais c'est plus le président, c'est plus une centrale. Lui, il avait toujours appliqué le règlement carcéral, et tout d'un coup, il n'est plus rien. C'était pas mal drôle pour lui. Et donc, alors, c'est ça qui a créé la perturbation au sein de... Ben, et puis, au mois de... Pour Noël, on avait la résistance extérieure, on avait des communications pour avoir l'état des fronts, comment ça se passait, tout. Et on avait un type qui venait tous les jours de venir, qui venait souvent à la... Et un jour, on décide de faire évader un gars pour prendre des contacts avec la résistance extérieure. C'est là que Rabanel arrive, sous le nom de Kléber, on l'envoie pour prendre ses contacts. Il rencontre Rabanel 100% pour, il dit ben, on peut aller voir sur place comment on peut s'orienter. Ils sont venus sur place, tout. Ils nous avaient promis des fusils, 1000 fusils. On n'avait pas besoin de 1000, mais il y avait 1000 fusils qui venaient de l'armée d'armistice. Quand Pétain a signé l'armistice, les Allemands leur autorisé à avoir une police qui devait faire l'ordre s'il y avait des troubles, et donc ces gens-là étaient armés. Et ils ont été désarmés au mois de novembre quand ils ont pris toute la France. Et puis voilà, alors ça, ils vont voir notre dirigeant de la résistance, qui s'appelait Joly, qui était un réunionnais, mais je l'ai appris tout récemment qu'il avait été arrivé. Et qui a dit que non.
il me semble que Ravanel lui avait dit à ce Joly de s'occuper de ça. C'est lui qui a refusé. Ouais. Mais ce que apparemment Ravanel ne savait pas, c'est que c'était quelqu'un de combat, qui n'avait pas beaucoup de sympathie pour les communistes. Ravanel? Non. Joly, oui, ben, bon, il y avait des gaullistes, parce qu'il y avait une majorité de communistes qui a fait. Et puis un jour, après ça, on fait une fête de la jeunesse. C'était le 19 janvier 1944. On décide de faire une fête de la jeunesse. Ça a été quelque chose de phénoménal. C'était tous les jeunes des 4 quartiers qu'on était en compétition. Il fallait qu'on représente le drapeau français. Alors on avait écrit aux familles qu'il fallait des maillots bleus et puis des maillots rouges, ce qui était improbable pratiquement. Donc ils ont été faits dans la prison, on a fait venir des maillots blancs, et il y a des gens qui se sont bombardés, teinturiers, et qui ont teint des maillots en bleu et en rouge. On a dépavé une cour, là où il y avait les compétitions de saut en hauteur et en longueur. On a enlevé les pavés. On a descendu des chalits du premier étage, tous les dortoirs qui sont au premier étage, pour faire des tribunes, pour que les anciens soient bien installés pour voir nos efforts. On avait relevé, on avait fait tracer un grand cercle pour faire le 100 mètres, 300 mètres, le 1000 mètres. On avait relevé les visages. C'était incroyable, on avait fait rentrer un clairon et des instruments de musique parce que l'après-midi, il y avait une fête culturelle. Le matin, c'était sportif, le soir, c'était culturel. On a levé les couleurs au clairon, on avait fait un mât. On avait la menuiserie, nos camarades avaient remplacé les droits communs, même à l'infirmerie, et ils avaient fait un mât qui s'emboîtait comme ça les uns dans les autres, de manière à faire un mât. Entre 2 arbres, on avait lancé une corde où il y avait tous les drapeaux des Alliés. Au-dessus de la tribune, il y avait le portrait à De Gaulle sur les anciennes cartes géographiques dans le temps, les grandes cartes. Il y avait le portrait de De Gaulle, au milieu de la machine, puis alors tous les slogans de l'époque. Et on a fait cette compétition. Et tout s'est bien passé, c'est notre préau qui a gagné la coupe, on était un peu heureux. Donc c'était des compétitions de quel sport du coup Des sports, il y avait le saut en hauteur, saut en longueur, le 100 mètres, 300 mètres, 1000 mètres. Qu'est-ce qu'il y avait? Le lancement du poids, le lancement du javelot. Alors, évidemment, il n'y avait pas le vrai javelot, mais oui. Il avait fabriqué quelque chose. Le poids, c'était une pierre qu'il avait. C'est incroyable. On a fait toutes ces compétitions-là. Et le directeur, après, mais avant, il y avait quelque chose de plus formidable. Il y a un copain qui venait régulièrement, il venait chercher des copeaux à la menuiserie. C'était un résistant, il s'appelait Bouvard, Édouard Bouvard. Et il fait passer un tract dans la ville de Villeneuve-sur-Lot. Sur ce tract, il y avait marqué, voilà, il y a 1200 résistants à la centrale d'Aix. Il faut leur offrir un repas de Noël digne de leur engagement. Et il y a 2 camions de vivres qui sont arrivés à Vincennes, alors qu'il y avait des cartes d'alimentation. Mal oublié, il y a des gens qui se sont certainement privés de pas mal de choses pour pouvoir. Puis il y avait du vin, il y avait du tabac, il y a tout ça qui rentrait. Et c'est le camion de la centrale qui est allé chercher tout ça. C'est fabuleux. Faut voir, c'était incroyable. Le chef de la menuiserie, c'était devenu un résistant.
pratiquement, celui de la cuisine, pareil. Il était avec nous, oui. Il y en avait un, André Dumas, par contre, lui, il a pris tous les... Parce que quand on a fait évader notre gars, là, pour parler avec la résistance, c'était un camion qui venait chercher, et lui qui venait chercher les draps sales pour les amener à la... Avant, ça se faisait à la centrale, mais là, il les faisait faire à l'extérieur par une... Et dans un sac, on avait mis notre copain Kléber. Et au dernier moment, il y a un autre gardien qui dit, le camion est parti, oh non, non, il faut qu'on contrôle. Et il commence à décharger. Heureusement, il y avait nos deux délégués qui étaient là, qui voient ça. Ils disent à André Dumas qui était... Il avait une sardine de plus que les autres, quoi. Il dit, André, il faut que tu fasses quelque chose. Alors, bon, lui, il est parti là-bas, il a dit, non, non, tu recharges les sacs rapidement, parce qu'on attend un autre camion, et tu sais bien qu'il n'y a pas deux camions qui peuvent rentrer dans le sens. Donc, et voilà comment il a réussi à sortir, mais là, il a échappé belle, quoi. Et alors, tous les soirs, quand on appelle, il y avait un type qui prenait une boîte spéciale pour dire, bon, il est toujours là. Et ils se sont aperçus que 2 mois après, qu'il manquait un type. Oui, ce qui prouve que quand on est organisé, ouais, même dans des conditions extrêmes comme ça, on peut faire des choses merveilleuses. Il y a, comment il s'appelle, il y avait le représentant des gaullistes, qui fait, bon je le cite parce que je vais faire un discours là pour fêter les 80 ans de cette histoire d'Ace. Ah oui, voilà. Voilà ce qu'il dit. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est dans une prison, derrière des barreaux et des murs, sous la menace des fusils, que des hommes ont découvert tous ensemble le vrai sens profond, humain et vivant du mot liberté, égalité, fraternité, qui jusque-là, bien souvent, n'étaient pour eux que des symboles lointains, ornant les frontons des édifices publics. Voilà, c'est le gaulliste qui disait ça à la fin, à la Réunion. Et celui qui a eu le prix Nobel de la paix, on était du même âge avec lui. De physique, de physique. Hein? Le prix Nobel de physique. Oui. Charpak. Ah ben, on le cite souvent parce que quand même c'était un communiste. Hein. Il a gardé des relations avec les anciens de S. Pas dans longtemps, oui. Pas tout le temps. Il ne venait pas souvent en réunion parce que, bon, il y avait son boulot qui le prenait beaucoup. Mais il était quand même fidèle. Et avec les gaullistes, on a gardé toujours les rapports. Hein. Il y en avait un, Fuchs d'ailleurs, Fuchs était de Seine-et-Marne, j'ai su, parce qu'un jour on a parlé des résistants de la Seine-et-Marne, et il était, et j'ai trouvé son nom, Stéphane Fuchs. Et donc, qu'est-ce qui fait que le 19 février, il y a cette insurrection Hein? Qu'est-ce qui fait que le 19 février 44, il y a cette insurrection, du coup Parce qu'il fallait... on était tous un peu sur les nerfs, parce que on ne savait pas tout, les jeunes, surtout les jeunes, on ne savait pas tout, parce qu'ils se méfiaient un peu de nous quand on parle, donc ils faisaient attention. Et moi, on avait des tablés où on mangeait, ensemble, toujours les mêmes, qu'on appelait le gourbi. Une table, c'était un gourbi, voilà, et bien on avait 2 corps francs, dont un que j'avais connu dans le maquis d'ailleurs, et puis on s'est retrouvé après en cellule à Limoges, à Tulle et à Limoges, mais on ne savait pas qu'il était en train de se préparer à faire quelque chose. C'était vraiment un secret. Hein.
Mais je crois qu'ils avaient raison, hein, parce que c'est vrai que... C'est vrai que février 44, on est déjà pas loin de la fin, quoi. Et ça devait se... Vous aviez des informations de ce qui se passait? Ah oui, oui, oui. On avait des informations par les gardiens, par Dumas particulièrement. Il y avait un poste qui était rentré dans la prison. C'était interdit, mais il était quand même rentré, était caché. Extraordinaire. Avec un appareil à photo, ce qui est aussi interdit, mais bien caché, on a réussi à prendre pas mal de photos. Alors il y avait une organisation formidable. Et puis il y avait des gardiens qui étaient avec nous. La photo que vous avez avec vos camarades, elle a été prise avec cet appareil photo-là Oui. Ah oui, c'était un appareil qui était rentré clandestinement. Incroyable. Et donc le 19 février 44, donc il y a cette insurrection, ça va durer 12 heures. Quel souvenir vous avez de ce moment-là Ça a commencé, c'était devait être 2 heures de l'après-midi. Ça a duré 12 heures parce que certainement il y a eu beaucoup de discussions avant dans le poste de commandement. Et nous, on l'a su à 2 heures. Il y a des copains qui sont venus, entourés de gardiens, avec 2 gardiens, et qui nous ont amenés, tout le monde, dans la chapelle. Parce que c'était de là-bas que théoriquement on aurait pu se sauver. On a traversé, ils ont amené tout le monde. Il y avait des gardiens sur les... pas les gardiens, des miliciens qui étaient dans les miradors. Il n'y a personne qui a bougé parce que il n'y avait pas de bruit, pas de parole. Et on est tous retombés là-bas. Il n'y avait pas. Après, on va arrêter. Il y a le directeur de la prison qui a changé parce que notre camarade Jean-Baptiste Lassalle, on a sorti du camp en disant qu'il devait être fatigué parce que quelqu'un l'avait dénoncé, quoi, parce que c'est le gardien-chef qui a fait ça. Et on lui dit, alors il convoque tous nos délégués, et pour leur apprendre ça, il dit, messieurs, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, on m'enlève de la centrale. Et nos copains lui disent, mais monsieur Lassalle, aujourd'hui on vous enlève de la centrale, mais demain vous allez être arrêté. Vous en êtes conscient? Ben, il dit oui. Eh bien, vous faites une chose, vous ouvrez les portes, on sort avec vous, et vous serez sous notre protection. Mais c'est un administratif qui a toujours travaillé là-dedans et tout, qui croit qu'il est intouchable. Et en fait, il a été recherché, il a réussi à trouver une bonne plaque parce que il a passé tout le reste jusqu'à la libération en Bretagne bien caché. Mais c'est vrai qu'il a fait des choses. Maintenant, on le considère. Dans notre association, ils ne veulent pas le reconnaître. Moi, quand j'ai pris la direction il y a 3 ans, 4 ans, j'ai dit, mais il faut reconnaître cet homme. Il est reconnu par les autorités comme résistant, et nous, on ne le reconnaîtrait pas. Mais si ça s'est fait, c'est parce que lui, il a fermé les yeux. Hein. Il ne nous a pas aidés. Mais il a fermé les yeux, c'est déjà beaucoup. Hein. Donc, moi, je l'ai cité l'année dernière en disant, bon, tout ça s'est fait grâce à ce monsieur qui nous a laissé faire. Et donc le 19 février, alors, oui, vous êtes encerclés. On vient nous chercher, on nous amène tous à la centrale. Et non, j'ai dit une bêtise. Le matin, on est tous en train de jouer dans nos cours. Et il y a Chivot, le nouveau directeur, qui passe, il saluait Alice Clérienne.
Il est entouré de 2 gardiens, Alexandre et Lapani, qui ont un chien, un policier, toujours la mitraillette sous le bras, et qui faisait le tour de toutes les cellules pour nous faire peur, pour faire voir qu'il avait fait doubler le nombre de miradors. Il avait muré parce que les 4 cours, il y avait un couloir on pouvait aller d'une cour dans l'autre pour voir les copains. Tout le monde n'était pas autorisé, mais enfin ceux qui voulaient, qui avaient un parent ou quelque chose comme ça, on le laissait passer. Il avait fait murer tous ces passages. Il y avait le seul endroit où pouvait rentrer la police, il y avait un grand portail en fer. Il avait fait murer ce portail en fer. Enfin voilà, et puis il voulait établir. Il voulait armer les gardiens. Les gardiens ont refusé. Ils ont dit non, ça ne fait pas partie de notre... S'il y a une émeute, on verra ce qu'on fera, mais on ne veut pas de fusil. Donc ils ont refusé. Et voilà comment c'est passé. Alors il nous appelle. Mais le directeur de la centrale qui avait fait tous ces travaux, là, ce fameux Chibot, il était marié avec une Allemande qui était une ancienne directrice des jeunesses hitlériennes. Alors d'accord. Alors ce nouveau directeur, il est tellement fier de tout ce qu'il a fait qu'il fait venir une délégation du gouvernement de Vichy pour voir que lui avait réussi ce que les autres n'avaient pas fait. Et c'est ce jour-là où alors il sort de son bureau, de son pavillon, avec ses invités, il paraît qu'ils avaient bien mangé, bien. Il sort et il vient sur le préau numéro 1. Il rentre dans le chauffoir où tout le monde était réuni, là, mais tout le monde, c'était pratiquement en garde à vous. Et en rentrant, il voit dans le fond du A, sur un mur, il y avait une fresque qui avait été dessinée par les copains, qui représentait la France, avec un beau soleil, et au milieu, le coq, symbole de la... Alors il dit, qui c'est qui a fait ça? Alors tout le monde a levé le doigt, c'était tous. Effacez-moi ça. Alors, il n'en est pas question. Il sort son revolver, vous allez me laisser ça. Il y en a un qui passe derrière, paf, il file un coup sur le poignet, le revolver tombe, et bien sûr, c'est pas lui qui le récupère. Et puis, et voilà comment ça a commencé. Alors lui, et puis toute la délégation, on les a encerclés, il y avait des Francs qui avaient chacun leur type à prendre. Toi, tu t'occupes de celui-là, toi, celui-là. Et à un quart d'heure, tous ces gars-là ont été attachés, ligotés, le bandeau sur la bouche pour pas qu'ils parlent, et mis en cellule. Et après, on est allé ramasser tous les gens de la direction, tous les gardiens, y compris nos copains, sauf un, cet André Dumas là, qui nous servait tellement de... Et on a tout mis en cellule. Nos copains, c'était pour pas les compromettre, quand on fait une machine comme ça, on ne sait pas si ça va réussir. Hein. Donc pour pas les compromettre, on a fait comme eux, on a moins serré les liens, c'est tout. Mais ils ont été en cellule, c'est tout. Et il fallait arrêter un type, il s'appelait Guy Vic, moi je le connaissais bien, c'est lui qui m'avait arrêté en Corrèze. Et il fallait arrêter ce type, c'était le seul qui pouvait donner des ordres à la police intérieure, parce qu'il y avait 300 policiers à l'extérieur. GMR, il y avait des gardes mobiles, et puis il y avait des gendarmes à l'extérieur de la prison. Donc on a fait un commando, on lui met une mitraillette dans les mains, parce qu'il y avait des mitraillettes qui étaient rentrées, qui avaient été rentrées par des gardiens, sous le veston. On lui met une mitraillette dans les mains, il dit tu vas arrêter Livic, tu lui fais les sommations comme on a fait pour les autres, et s'il ne veut pas, tu lui tires dessus. Alors il s'appelait Jean... Ah, mais comment il s'appelait?
Ça va me revenir. Et il lui dit, tu n'hésites pas, tu tires dessus. Il appuie sur la gâchette, la mitraillette s'est arrayée. Et ça, c'était courant. Hein. Quand j'ai vu le contraire, moi, dans le maquis, le gars, il laisse tomber sa mitraillette par terre, et le coup est parti, il a eu le balle dans le coude. Et donc la mitraillette s'est enrayée, quoi. La bite s'est enrayée, et l'autre est parti, elle a couru vers son bureau, il a appuyé sur un bouton qui a actionné une sirène, et tous les miradors se sont réveillés, et puis on menacé de... Et voilà.